Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Qu'est-ce que je pense de Sanofi après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call? Vous vous souvenez, j'ai présenté une note d'analyse il y a quelques temps, au mois de décembre 2023, pour Sanofi. Vous pouvez juste taper Sanofi Top Invest note d'analyse. Vous allez retrouver cette vidéo-là. Je pense qu'elle est ici. C'est celle-ci avec cette imagette. Et donc, je vais revenir. J'ai pris la peine de lire les rapports financiers et écouter les conférences call sur la compagnie Sanofi. Et je vais vous donner à peu près les conclusions que je tire de cette lecture-là. Est-ce que je suis optimiste, pessimiste? Parce qu'au niveau des chiffres, ça paraît intéressant. Mais comme je dis toujours, avec les chiffres, on commence et en plongeant un tout petit peu le nez dans les rapports financiers, ça nous permet d'investir avec conviction. OK? Alors, donnez-moi juste un instant et on va y aller. Donc, Sanofi est sur la bonne voie avec son plan de restructuration de l'entreprise. Dans le cadre de sa stratégie de croissance pluriannuelle, le fabricant français de médicaments se concentre sur la transformation de son portefeuille en lançant de nouveaux médicaments à forte croissance, en mettant l'accent sur les médicaments et les vaccins reposant sur la biopharmacie. Dans le cadre de ce plan, Sanofi vise également à améliorer son efficience opérationnelle et à réduire ses coûts, ainsi qu'à séparer l'unité santé grand public et à utiliser ses ressources pour la recherche et développement. Sanofi dispose de 12 médicaments en phase finale de développement qui pourraient devenir des blockbusters et générer d'autres lancements, qu'on dit générer un chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros d'ici 2030, incluant ici d'autres lancements récents. Un blockbuster, généralement, c'est un médicament qui se vend, qui a un chiffre qui rapporte à peu près des revenus supérieurs à 1 milliard par là. OK? Et quand vous en avez plusieurs, c'est une bonne chose. Il y a des médicaments, je pense, le médicament le plus vendu, soit c'est AbbVie ou c'est Bristol Myers Squibb. Non, je pense que c'est AbbVie qui a le record du médicament en termes de chiffre d'affaires, avec le record de chiffre d'affaires le plus élevé sur une longue période de temps. Ok, je pense que c'est AbbVie. Mais ce médicament arrive à expiration bientôt. Je pense que c'est quelque chose qui est en lien avec la thématique du cancer. Bref, on voit ici que Sanofi a présentement des potentiels blockbusters, potentiels, ok? Ça ne veut pas dire que ce sont des médicaments soit déjà approuvés ou en cours d'approbation. Et attention, ce n'est pas parce qu'on a un pipeline ici de médicaments qu'on va avoir tendance ici à approuver, à mettre, que tous ces médicaments-là auront une chance ici d'être approuvés sur le marché. Donc faites attention, ça reste probable, d'accord? Donc, ici, le Dupixent demeure un moteur essentiel de la croissance. Grâce à une forte demande, les ventes de ce médicament polyvalent développé avec Regeneron qui traite la dermatite atopique, l'asthme, la rhinosinusiite, les maladies inflammatoires de l'œsophage et les maladies inflammatoires de la peau ont augmenté de 25% au premier trimestre. En fait, c'est un médicament qui soigne presque tout. Okay? Et il est approuvé pour plusieurs types ici de pathologies, ce qui permet ici d'étendre la durée du brevet. C'est vraiment c'est une très bonne affaire pour Sanofi. Donc, il représente à peu près 27% du chiffre d'affaires. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on est très dépendant de ce médicament. D'accord? Aux États-Unis, le nombre total d'ordonnances de Dupixent et les nouvelles ordonnances ont augmenté respectivement de 25 et 22%. Nombre total d'ordonnances globales, 25%, ça inclut les anciennes et les nouvelles ordonnances. Et parmi le nombre total global ici, quand on prend en considération les nouvelles ordonnances, ça veut dire qu'on recommande de plus en plus, les médecins prescrivent de plus en plus ce médicament-là. Et c'est une bonne chose. Parfois, quand vous regardez les nouvelles ordonnances commencer à baisser, peut-être qu'il y a un ralentissement ici ou bien la concurrence est de plus en plus élevée. Donc, c'est une métrique importante. OK? C'est une métrique importante. La demande a également été forte en Europe, au Japon et en Chine. Le médicament est également en attente d'une autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la BPCO, une maladie pulmonaire, ce qui en fait le premier produit biologique pour cette maladie. Aux États-Unis, la FDA a repoussé de 3 mois sa date de décision au 27 septembre pour l'approbation concernant ici la thématique du BPCO, pour le Dupixent toujours. Donc, les autorités de réglementation de l'Union européenne prendront également une décision finale dans le courant de l'année. Donc,
Les prévisions de bénéfices pour cette année ont été revues à la baisse. Et ça, c'est par rapport aux analystes. OK? Les prévisions de bénéfices ont été revues à la baisse au niveau des analystes. Parce que au premier trimestre, les ventes et les bénéfices en euros et en dollars affichent des évolutions opposées. D'accord? Donc, vente augmente, bénéfice est plutôt stable ici, ou bien ne fluctue pas énormément, que ce soit en euros ou en dollars. Donc, les fortes ventes de Dupixent et les nouveaux lancements tels que Altuvio, un traitement hebdomadaire de l'hémophilie A, et le Nexviazyme pour la maladie de Pompe ont été neutralisés par une hausse des investissements stratégiques en recherche et développement et un taux d'imposition plus élevé. Sanofi, néanmoins, je parle ici des dirigeants, ont réaffirmé les prévisions pour 2024, à savoir une baisse du bénéfice ajusté, donc à taux de change constant, sur la base d'un taux d'imposition plus élevé de 21%. Donc ici, les analystes ont tendance à être plus optimistes par rapport au management. Donc il y a souvent cette petite différence-là. Donc il faut faire attention. En définitive, hein, prenez toujours en considération ce que le management mentionne. OK? Vaut mieux qu'ils soient encore plus conservateurs que les analystes ici. OK? Mais je vous donne quand même les deux informations. Donc, cependant, les bénéfices déclarés devraient augmenter en 2024 grâce au déploiement de nouveaux médicaments et en l'absence d'éléments exceptionnels. Donc néanmoins, la raison pour laquelle les analystes restent optimistes, c'est parce qu'on a le développement de nouveaux médicaments ici, la mise sur le marché. Donc, ça pourrait avoir ici un impact. Donc, en l'absence d'éléments exceptionnels, ça pourrait avoir un impact beaucoup plus positif par rapport à ce que le management attend. D'accord? Donc, notons au passage que Sanofi a fait appel d'une récente décision de justice au Delaware dans le cadre de l'affaire liant le Zantac, un médicament contre les brûlures d'estomac, au cancer. Donc, on dit que ce médicament-là favorise le développement ici de cette pathologie. Donc, attention, en 2022, néanmoins, la société a obtenu une décision fédérale favorable en Floride. Toutes les compagnies pharmaceutiques ont des procès. Ce n'est pas exceptionnel. Pharmaceutique, comment on appelle ça, vendeurs les entreprises ici dans le secteur ici de la chimie, toutes ces entreprises-là ont toujours des procès. C'est normal. Même au niveau de la tech, il y a toujours des trucs avec des patents. Donc, il y a toujours à aller vérifier. Ce n'est pas parce que vous allez voir un procès ici on doit avoir peur. Non. Toutes, je dis bien toutes. Si vous connaissez une compagnie pharma qui n'en a pas, laissez-moi savoir en commentaire. OK? Donc, bien que cela mérite d'être surveillé, les opportunités offertes par les pipelines sont pour le moment une source d'encouragement. Et donc, si on va maintenant sur l'aspect quantitatif concernant Sanofi, globalement, qualitativement, moi je trouve Sanofi intéressante. Et je rappelle que je ne suis pas actionnaire et je n'ai pas l'intention de l'être. Je n'aime pas les compagnies pharmaceutiques. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas lire sur les compagnies pharmaceutiques. C'est une question de culture générale ici. Parce que de mon côté, qu'est-ce que je gagne? Ça me permet ici comment on dit ça? Ça me permet ici de récupérer des informations pour l'analyse sectorielle que j'aurais tendance ici à présenter aux abonnés du service Top Premium Note. Je rappelle ici que dans le service Top Premium, donc comment le tout inclus, vous avez les analyses sectorielles, les notes d'analyse, l'accès à la watchlist avec objectif de prix, les demandes d'analyse quantitative, plus les analyses de portefeuille. Donc, vous pouvez me contacter, Thierry, est-ce que tu peux analyser telle ou telle entreprise? On en parle, d'accord? Vous me dites pourquoi est-ce que vous avez sélectionné l'entreprise et on essaye d'avoir une discussion au-delà des chiffres. OK, si je connais bien sûr la compagnie, vous avez également accès à la communauté Discord et Podia. Donc, il y a 4 niveaux, les notes d'analyse, donc les demandes d'analyse quantitative, ainsi que la watchlist. Donc, les notes d'analyse, ce sont uniquement les entreprises qui m'intéressent, OK, sur lesquelles j'aurais tendance à faire présenter des notes d'analyse comme celle-ci et faire également le suivi. Sanofi ne fait pas partie de la liste. Ce n'est pas parce que c'est une mauvaise entité ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est... Généralement, ici, je donne juste ça de manière générale parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui sont très investies sur Sanofi. Je sais également que beaucoup de gens disent toujours que Sanofi recherche, voilà, c'est pas une bonne pharma ou des choses comme ça, mais quand on lit, quand on s'informe un tout petit peu, ça, ce n'est que mon avis, hein. C'est pas si mal que ça, je veux dire. Je dis bien, elle n'est pas dans la position ici de Bristol Myers Squibb, qui a bien plus de problèmes que Sanofi. Et on en reparlera tantôt dans une autre note d'analyse. OK? Ça vous permet d'avoir une envie générale ici sur le secteur d'activité. Donc, si on parle même du secteur d'activité, le plus gros problème pour moi au niveau des pharmaceutiques concerne le prix des médicaments. Aux États-Unis, présentement, le Sénat américain est en train de batailler dur pour qu'il y ait une transparence au niveau des prix de médicaments. Ça impacte les compagnies comme CVS, comme positivement et négativement, hein, comme CVS, comme United Health, etc. Ça fait rigoler parce que sur United Health, par exemple, on ne se rend pas compte que
techniquement, enfin, dans tout le secteur d'activité de l'assurance santé aux États-Unis, il y a un peu comme des nuages gris à l'horizon. Ça parle beaucoup du prix de médicaments. Or, pour un assureur, si les coûts de la santé, si le coût du médicament si les coûts des médicaments sont de moins en moins élevés, c'est tout bénef. C'est tout bénef, on aura tendance à moins dépenser. OK? On aura tendance à moins dépenser, c'est tout. Donc, je ne vois pas pourquoi on va trop bavarder dessus. Or, bon, je comprends. Dans ces entités-là, on a souvent ce qu'on appelle un PBM, Pharmacy Benefit Management. Allez-y voir à quoi ça ressemble ici. C'est un peu comme un middleman qui négocie les prix des médicaments ici. Voilà, c'est juste ça. Donc, il y a souvent cette opacité-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être de moins en moins la norme. D'accord? Donc, pour moi, je pense que ces managers, comme on les appelle généralement, je ne vois pas de gros soucis à l'horizon. Surtout, enfin, pour ceux qui auront tendance à lire l'analyse sectorielle qui sera disponible ici pour ce segment, pour cette industrie-là, à partir de la semaine prochaine, vous verrez qu'il y a également c'est plus de peur que de mal, je vais le dire comme ça. Et donc, ce secteur-là pourrait même représenter une opportunité en date d'aujourd'hui. D'accord? Vous avez les Humana, regardez ceci. Humana, OK, pas si mal. Vous avez, ça c'est du point de vue bénéfice, c'est du point de vue bénéfice net. Hein. Donc le loss ratio également doit être pris en considération. Ça, il y a un élément, ça c'est quelque chose de normal et de temporaire, d'accord? Donc vous pouvez également voir ici, vous avez des entreprises comme Cigna, d'accord? J'ai déjà parlé de United Health ici. Vous avez des entités comme, voilà, le nom, je pense que c'est Molina. Quoique Molina, très, très lié, je dirais pas au gouvernement américain, mais au programme ici voilà, c'est très lié au Medicare Advantage ici. Donc, ils dépendent beaucoup ici des décisions gouvernementales à ce niveau. Donc, comme on le dit ici, c'est l'un des plus gros clients. C'est pas que le gouvernement est directement client ici, mais voilà, c'est... Molina Healthcare est très lié aux décisions que le gouvernement prendra ici par rapport au remboursement, ce genre de choses-là. Donc, faites attention. En tout cas, si on revient sur le cadre ici de Sanofi, d'accord, sur Sanofi, je pense qu'au prix actuel, on va aller là. Et comme j'ai toujours dit, réfléchissez en termes de rendement. Ce n'est pas si compliqué d'évaluer une entreprise. Le plus important, c'est de passer du temps dans la lecture des rapports financiers, histoire de relier ici les chiffres à l'argument ici qualitatif. OK? Donc, quand on prend Sanofi sur cette période de temps, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 9,64 $. J'ai les prix en euros, 9,64 €. Un business qui pourrait me rapporter, on me demande de payer 88 €, un business qui pourrait me rapporter 9,64 € d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 10,95%. Évidemment, c'est un business qui va avoir tendance à s'échanger aux alentours de 15 fois les bénéfices par là. Et si on arrive à avoir ceci, 144 € à 15 fois les bénéfices en 2026, c'est un business assez prévisible. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici sur cette compagnie-ci. Si on prend ici la dette nette sur EBITDA, voilà, elle n'a pas de grosse dette ici. Enfin, je ne dis pas la dette nette sur EBITDA, mais la dette nette de manière générale, elle n'a pas un niveau d'endettement assez élevé. Et quand on lit également les rapports financiers, on écoute les conférences call, c'est encourageant. Le narratif est encourageant. Donc, ce qui me permet de dire ici que les attentes ici sont justifiées. OK? Les attentes sont justifiées. Et Sanofi, pour moi, devrait racheter massivement ses actions. Enfin, ce n'est que mon avis. C'est ce qu'elle devrait faire. Est-ce qu'elle le fait même d'ailleurs? Je peux le vérifier. Quoique j'aurais pu voir ça avec Fastgraft. Je rappelle que vous avez 25% de réduction en passant par le lien d'affiliation pour Fastgraft. Donc, le lien en description de la vidéo ici. Et je n'ai pas rappelé ici pour le service Top Premium, le lien également est en description de la vidéo. Et pour ceux qui veulent apprendre à analyser de manière fondamentale les compagnies, pas juste au niveau des chiffres, aller un peu plus loin que ça, quelles questions on devrait poser ici, dépendamment des secteurs d'activité, vous pouvez réserver un appel ici pour qu'on parle ici du programme de l'accélérateur, histoire de voir si ça correspond à vos attentes. Donc, quand on prend du Sanofi ici du point de vue par rapport au nombre d'actions, ça ne baisse pas énormément. Je pense qu'on devrait massivement racheter ces actions-là, surtout au prix actuel. Je veux dire, c'est bien le dividende, etc., mais peut-être qu'un rachat d'actions également combiné, un peu plus agressif, ça pourrait également être une bonne chose, d'accord? Parce que pour moi,
vois pas trop, même s'il dépend beaucoup d'un médicament ici, mais il y a des alternatives qui arrivent, ok, déjà sur le marché et certaines qui pourraient arriver sur le marché. Donc, présentement, pour quelqu'un qui achète du Sanofi et qui reçoit un dividende, le mieux, c'est de réinvestir tout ce dividende-là pour continuer à acheter plus d'actions. Ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est comme ça que je vois les choses si j'avais à investir sur Sanofi. Encore que moi, j'ai même fait l'effort de lire les rapports financiers. Et ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se retrouve ici dans le service Top Premium. Je rappelle que vous avez 50% de réduction et il y a uniquement 100 codes disponibles. Je pense qu'il en reste à peu près 75 présentement, d'accord, sur l'ensemble des différents éléments. Ok, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.